Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, de l'autre côté de la rivière Richelieu, vous parvient cette émission tous les samedis soirs, en première, donc sans publicité, et suivi ensuite par des reprises disponibles très longtemps. Nous étions le samedi 26 juin 2021 pour le Vidéorandia numéro 26. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Une table ronde aujourd'hui avec plusieurs invités. Laurent Bégin, Léonard Glenn, François Payotte. Et dans le club créé pour les abonnés du mois de juillet, le kabbaliste a des grades. Et dans les deux cas, on aborde le phénomène intraterrestre et extraterrestre. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant, qu'on appelle le complément Surprenant, dont le lien est ici disponible, premier commentaire épinglé au-dessus de tous les commentaires. Recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Première émission de la saison estivale 2021. Ben oui, vous avez compris, on est en contact avec le phénomène extraterrestre. On est le lendemain de la fameuse soi-disant divulgation sur le phénomène extraterrestre ici aux États-Unis. En avez-vous entendu parler? Je ne sais pas, c'est peut-être le souvenir de surprise qui nous attend. Et de mon côté, j'ai eu l'idée de vous présenter un document d'archives qui remonte aux années 1989. On était juste la veille de la destruction du mur de Berlin. Et pourtant, ça a changé le monde. Et aujourd'hui, on est dans une époque où il y a quelque chose qui change le monde, qui va changer le monde pour tout le temps. Alors, regardez bien ce qui a été dit à cette époque-là pour rencontrer des gens qui parlaient du phénomène OVNI d'une manière dont on entend encore très peu parler, parce qu'on était peut-être trop avant-gardiste. Alors, faisons ce voyage dans le temps, 1989-2021. Bon voyage! Ce n'est pas la première fois que je fais une reprise de cette émission classique d'ésotérisme expérimental diffusée pour la première fois en 1989. J'en ai fait une présentation en reprise en 1996. Alors je pense qu'il serait honnête de voir l'évolution de cette compréhension du phénomène aliénigène, qui veut dire les gènes étrangers aux gènes humains, donc extra ou intraterrestres. Alors d'abord, regardez la présentation que j'ai faite en 1996 au moment de la première reprise de l'émission enregistrée en 1989. Et ensuite, on la verra intégralement. Bonne émission! Vous l'avez sans doute remarqué, notre générique du début de l'émission. Cette émission sera une émission extraite des archives et ça a été présenté en 1989, l'émission qui vient. Elle dure 45 minutes, un tour de table avec M. Laurent Bégin, qui était recherchiste, libraire et critique de livres. Et il y avait aussi mon frère Léonard Glenn, qui lui est le traducteur de deux documents qui sont maintenant disponibles. À l'époque, il n'y avait que celui-ci disponible, Le gouvernement secret et Opération Cheval de Troie, qui est paru 6 mois plus tard. Il y aura aussi M. François Payotte, notre exégète maison pour les prophéties de Nostradamus, où il nous dira depuis 1989 qu'en 1995, il devrait y avoir une guerre mondiale. Mais pourquoi j'ai retenu cette émission d'archives qui dure tout près d'1 heure? C'est qu'on aborde le phénomène extraterrestre, ou plutôt intraterrestre, et on parle d'un gouvernement secret, d'une opération Cheval de Troie, où sur la Terre, nous sommes insidieusement envahis par des extraterrestres. Le journal Time de cette période de l'année annonce que les aliens have landed, les extraterrestres, les aliénigènes, comme on vient de le voir en sous-titre de l'émission, aliénigènes qui vient d'un néologisme, alienos, qui veut dire gènes étrangers ou gènes nouveaux, différents de ceux de la planète Terre. Donc, ces extraterrestres très laids ont envahi. Alors ceux-là, là. Pourquoi? Parce qu'on fait allusion au fameux film ID4,
Independence Day, le 4 juillet. Eh bien, c'est un film qui fait partie d'une série qui a été présentée en rafale à cette période de l'année sur le phénomène extraterrestre. Il y a eu ID4 qui veut simplement dire le jour de l'indépendance américaine, le 4 juillet, qui est devenu le jour de l'indépendance pour l'humanité terrestre face à une invasion du style de la série Vie qu'on vous présentait à la télévision il y a quelques années. Et grâce aux Américains qui découvrent le secret pour faire face à cet envahisseur, on est libéré. Ça devient donc le jour de l'indépendance de l'humanité terrestre, encore le 4 juillet, comme par coïncidence. Avant ce film-là était présenté sur les écrans des cinémas un film intitulé L'Avènement. Alors l'avènement, c'était que des gens par les radiotélescopes réussissent à capter des messages extraterrestres en provenance de la constellation de la Vierge. Ils découvrent au cours du film que ces extraterrestres sont installés dans les entrailles de la Terre, donc des intraterrestres, et communiquent avec leurs frères de l'espace pour préparer une invasion de la Terre. Encore une fois, des extraterrestres envahisseurs et méchants. Un film qui est tout simple, qui lui aussi fait allusion au phénomène OVNI, au phénomène objet volant non identifié ou objet lumineux non identifié, on pourrait dire. Il s'agit de Phenomenon, le phénomène, avec Travolta. Parce que ce film montre plutôt le côté personnel, intérieur, qui est vécu par celui qui a vécu un contact. De quel ordre, on ne sait pas exactement si c'est extraterrestre, intraterrestre ou supraterrestre ou infraterrestre, mais toujours est-il que le type est en rapport avec des capacités surhumaines, ou peut-être humaines, mais que nous avons refoulées, puisqu'on n'utilise que 10 à 15% de nos capacités cérébrales. Lui, ça monterait peut-être à 80 ou 90%. Alors donc, dans cet esprit de psychose de l'invasion des extraterrestres, retournons à 1989, tenez-vous bien, 1989, alors qu'autour de cette table, nous disions déjà des choses en rapport avec le phénomène extraterrestre, comme on le voit maintenant dans ces films de science-fiction. Puis à partir de là, il y a quelque chose en moi qui reconnaît qu'ils sont vrais. Je suis passablement convaincu, même je suis convaincu de la véracité des faits avancés dans ces documents. Dans ces faits-là, on laisse entendre sans l'ombre d'un doute que le gouvernement américain en particulier dans les années 50 a fait un pacte signé du président de l'époque qui était Eisenhower, comme quoi on leur autoriserait à ces êtres intraterrestres à venir faire des kidnappings, s'amuser avec le code génétique humain, faire des expériences. Hein. C'est ça. Au départ, quand ils sont arrivés, ils ont expliqué que leur race était en voie d'extinction, ainsi que leur planète. En tout cas, leur race. Et donc, ils venaient ici pour observer, pour des fins médicales d'observation, pour trouver les moyens de relancer leur race en quelque sorte. Et ils ont donc demandé au gouvernement américain de leur permettre d'enlever des humains pour des fins comme celle-ci, en s'engageant à ne pas les blesser en aucune façon, puis à les retourner à leur point d'origine, à effacer de leur mémoire tout souvenir de ces aventures. Il n'y a aucun traumatisme, même pas psychologique. Et ce n'est pas du tout ça. Ils n'ont pas du tout respecté cette entente-là. Et en retour, évidemment, pour allécher le président du temps, Eisenhower, qui était un militaire d'ailleurs, les Américains venaient de gagner, étaient la plus grande puissance à ce moment-là au monde. Alors, il lui offrait une technologie, notamment, extrêmement intéressante, qui leur garantissait la primauté, l'hégémonie sur la Terre. Alors, évidemment, il n'a pas résisté. Alors, il a conclu cette entente avec eux. Et une, entre autres, des conditions de l'entente qui était celle des enlèvements. D'autre part, une autre, c'était que leur présence serait gardée secrète. Et là, ça explique toute cette immense opération de désinformation que nous avons vécue pendant 40 ans. Le cover-up. Le cover-up systématique. Quelles que soient les personnes, on les discréditait. Il y avait toujours un scientifique de service qui allait expliquer que non, ce n'était pas un vaisseau, c'est l'étoile Sirius qu'ils avaient observé. Même si c'était 200 personnes à voir un vaisseau gros comme une grange, on disait non, ils ont vu l'étoile Sirius, c'est une aberration. Et une autre des conditions également que les Américains avaient acceptées, c'était de leur construire des bases souterraines pour y faire leurs expériences. Puis ils en ont construit plus de 75. Et ce que nous apprennent également les documents, c'est comment on a financé cette opération gigantesque qui a coûté des milliards et des milliards de dollars. Et c'est là que, encore une fois, je pense qu'aucun romancier n'aurait pu concevoir une œuvre aussi fertile en imagination. Ça dépasse l'imagination. On a des points précis, là, des lieux mentionnés précis, des dossiers avec les noms de code des dossiers, les numéros des dossiers, c'est ça. Alors là, maintenant, décisions présidentielles numérotées. Êtes-vous maintenant le
propagateur d'un nouveau mouvement de conscientisation du phénomène extraterrestre. Allez-vous partir une nouvelle religion? Je ne sais pas. Moi. Non, moi, je n'ai jamais parti de religion. Je n'en partirai jamais non plus. Je suis allé et je suis ici ce soir pour partager cette information-là. Cette information m'arrive en tant que journaliste, puis en tant qu'humain aussi. Ben oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez maintenant de l'avenir du monde? Ben, j'ai une certaine inquiétude face à ça. Je me demande, d'une part, comment l'humanité va s'en sortir, parce que nous sommes coincés avec ces groupes. Mais d'autre part, je demeure néanmoins optimiste parce que je crois qu'à partir du moment où les humains vont revenir au cœur d'eux-mêmes et vont commencer à vivre davantage en paix, ils ont la possibilité d'obtenir une aide à ce moment-là et de s'en sortir. C'est pas par la voie des armes ni par la voie de l'agressivité que nous pourrons nous débarrasser de cette race. Ils sont infiniment plus puissants et de toute façon, ils l'ont démontré à quelques reprises. Lorsque les Américains ont voulu les attaquer, ils se sont fait pulvériser. Et ils sont dans une situation de contrôle. En d'autres termes, on pourrait dire, nous sommes faits. Et le président américain Eisenhower a vendu non seulement son pays, mais la planète en 1954, lorsqu'il a signé ce traité avec eux. C'est l'héritage maintenant que nous avons pour nous et nos enfants. Comment, encore une fois, s'en sortir? Ben, c'est encore une fois, en rendant les gens peut-être plus conscients. Donc, l'intérêt de ces assemblées qui ont eu lieu à Montréal et à Québec, ainsi qu'une émission comme celle-ci, c'est de diffuser cette information. La même chose se fait aux États-Unis dans plusieurs endroits. La suite qui aura lieu à la fin du mois de mars 90. Je me retourne maintenant vers mon frère qui a traduit le document. Et puis moi, mon frère, ben, je le connais bien pour savoir que le phénomène extraterrestre, à part quelques petites expériences familiales, personnelles qu'on a vécues avec ce phénomène, on était loin de se douter que ça aurait cet impact un jour et public. Puis là, tu t'es engagé en traduisant. On se tutoie ou on se vous voit, là? Oui. Tu t'es engagé en traduisant à prendre conscience de tout ce qu'il y avait comme information là-dedans. Est-ce que ça t'a donné un choc? Oui, j'allais de surprise en surprise en traduisant ça. Tu donnes confiance à ce document-là? Tu te dis que ça doit être vrai? Ou... Oui, je suis porté à y croire, peut-être un peu à cause de ce que tu disais tantôt, les expériences qu'on a déjà faites. Pour moi, la présence extraterrestre, c'était déjà quelque chose d'acquis. Oui. Maintenant, ça me rappelle un peu ce que disait Laurent, le deuxième document, celui qui est à venir au mois de mars, quand il relate certaines phrases de Reagan qui mentionnent que on est à une époque où la planète était comme coincée par elle-même. On dirait que les pays, les gouvernements, on dirait qu'on a tous besoin d'un apport extérieur. Et ça, Reagan le mentionne. Est-ce qu'il va falloir attendre que les alienígènes viennent nous menacer pour que l'humanité s'unisse? Et il relate un souvenir quand il parle, il est en entretien privé avec Gorbatchev, et il dit, mais à un moment donné, il était un peu bizarre des fois, Reagan. Hein? Il se met à jongler, comme on l'avait vu à la télé, qu'il pouvait dormir pendant les... Oui, certainement. Alors là, rencontre officielle. Il partait dans la Lune, puis il avait dit à Gorbatchev, mais je suis en train de penser, qu'est-ce qu'on ferait tout d'un coup là, si le téléphone sonnait et on nous disait, ben, il y a une attaque extranéenne. Il dit, tous nos petits différends locaux, ça disparaîtrait instantanément, hein? Puis là, on mettrait nos armes en commun contre cette attaque. Il dit, on ferait la même chose avec tous les pays du monde. Et c'est un peu... Moi, en tout cas, je suis à ce moment-ci à cette réflexion-là, que la planète semblait coincée jusqu'à maintenant. Mais avec le mur de Berlin, tout ça, bon, il y a de l'espoir. Avec Gorbatchev, la perestroïka, tout ça, bon. Mais... on dirait quand même qu'on tourne en rond, comme la planète elle-même, oui. Mais c'est... je ne sais pas, pour l'instant, dans quelle mesure le phénomène extraterrestre vient nous... attiser notre besoin de nous unir contre quelque chose, un objectif commun, pour que les humains, pour que l'humanité travaille ensemble. Parce qu'il nous semble quasi impossible de concevoir à quoi rimerait l'existence planétaire s'il n'y avait pas un objectif commun extraplanétaire. Alors, c'est là-dessus que j'en suis actuellement. L'objectif extraplanétaire, au lieu d'être agressant, pourquoi il ne pourrait pas être harmonisant? On dirait que ça prend une menace
Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais ça correspond justement à l'espèce de pattern psychologique de l'humanité. Et pourquoi faut-il justement que ce soit menaçant? Et il semblerait que ce le soit. Bon, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Puisque l'être humain réagit quand c'est menaçant. C'est ça. Ah oui. Mais ça, c'est l'aspect, je dirais, intellectuel de la prise de conscience du phénomène aliénigène, qui veut dire un néologisme, que d'ailleurs on a été obligé de créer pour l'occasion. Oui, c'est ça. Pour qu'il n'y ait pas de confusion entre extraterrestre et intraterrestre. Aliénigène, ça veut dire quoi? Qui signifie simplement d'une autre race. Alors, si on parle des aliénigènes, on parle d'extra ou d'intra, mais qui ne sont pas humains. Qui ne sont pas des humains, c'est ça, de notre culture humaine. On aurait pu les appeler des extra-humains, si on veut. C'est ça, oui, absolument. Mais aliénigène, c'est un mot qui a un fondement latin. Alienigenus, qui veut dire qui appartient à une autre race, exactement. Des gènes, c'est ça, des gènes étrangers. Donc, oui, génétiquement, on n'est pas du même génome. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est l'aspect intellectuel, mais mon cher François, vous réagissez depuis tantôt, là. C'est parce qu'il y a aussi tout un autre aspect, qui est spirituel, dirait-on. On parle beaucoup de gêne, là, mais je dirais que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, justement. C'est le problème avec ces êtres-là. Mais leur intrusion dans notre monde a déjà été dénoncée par les prophètes bibliques et par la suite les voyants et les personnes qui étaient en communication avec le plan prophétique. Et on assiste aujourd'hui peut-être à l'ouverture des 7 sceaux apocalyptiques, mais sur un plan céleste, avant la manifestation dans la matière. Donc si nous sommes arrivés à l'époque où les prophéties sont accomplies et que nous devons entrer de plein pied dans la période apocalyptique, on devrait voir de septembre 89 à septembre 90 2 manifestations qui nous confirmeraient que nous entrons dans l'Apocalypse à partir de 91. La première de ces manifestations serait une vague très importante de survol d'ovnis sur la planète, un véritable show, une démonstration de puissance. Et le deuxième point de repère serait un retour en masse des Juifs en Israël, venant de toutes les parties du monde. Si ceci s'avère exact dans cette période de septembre 89 à 90, septembre 90, ça veut dire qu'à ce moment-là, on rentre dans l'amplification des cycles prophétiques. La période apocalyptique, c'est une amplification des cycles naturels de lunaison. C'est une chose que je parlerai dans quelques mois, peut-être, en détail. À la fin du mois de mars. À la fin du mois de mars. Et nous sommes, pour les gens qui sont intéressés à savoir, avoir un point de repère dans l'histoire, savoir où nous en sommes en ce moment, je les invite à consulter donc l'Apocalypse, l'avertissement à l'église de Laodicée, qui est un avertissement à notre église contemporaine aujourd'hui, ainsi qu'aux chrétiens qui vivent ces temps-là précédant la période apocalyptique. Et l'on y verra que ce qui est dénoncé, c'est l'aspect de tiédeur des chrétiens qui vivront à cette époque-là, qui ne sont ni chauds ni froids et qui seront rejetés. Et l'on voit aussi que ce qui est dénoncé, c'est l'espèce de suffisance du monde chrétien qui dit « je n'ai besoin de rien, je suis bien, je suis riche, je suis confortable ». Mais, dans le dernier paragraphe, l'Esprit dit « le Christ est à la porte, il frappe ». C'est les 3 coups qui précèdent l'ouverture des sceaux apocalyptiques dans la matière et le déversement des 7 coupes. Ça annonce donc la parousie, le retour du Christ. Il est à la porte aujourd'hui, parce que le règne de l'Église de Laodicée s'étend sur à peu près 2 siècles et terminerait en 87, chronologiquement. Après ça, il y a 3 ans et demi d'ouverture céleste des sceaux. On est à la fin de l'ouverture céleste des 7 sceaux, avec le point de repère que je vous ai donné tantôt. Ça veut dire qu'en 91, si ceci s'avère exact, à ce moment-là, la dernière décade de ce siècle va être la décade la plus fantastique qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, puisque ça va être la décade la plus révélatrice à tous les points de vue. Autrement dit, tout ce qui était caché, tout ce qui était occulté, tout ce qu'on n'a jamais compris parce que c'était invisible, va se manifester.
Apocalyptos, qui veut justement dire révélation. Révélation. Donc, ça va être les temps de la révélation, c'est ça? On commence donc à avoir un peu une idée de ce qui va se passer avec ces documents qui sortent, ces révélations. Et je vous ferai remarquer que M. Milton Cooper, l'auteur de ce premier texte-là concernant le phénomène extraterrestre, dit à la fin de son document qu'il fait ceci par esprit chrétien, qu'il dénonce en fait les œuvres des ténèbres, et il rejoint à ce moment-là un commandement qui est dans la Bible de ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais de les dénoncer. Donc, ça veut dire, mesdames et messieurs, si vous dites avoir été déjà contacté par des êtres extraterrestres, ben, c'était bien souvent des intraterrestres. Si vous avez vécu des nuits étranges où vous vous êtes réveillé le matin un peu... je ne sais pas moi, amoindri, peut-être même vous avez eu des blessures sur le corps, vous vous sentez que vous étiez, je ne sais pas moi, en train, non pas de vous reposer, mais de vous débattre. Peut-être que ce serait par l'hypnose, peut-être que ce serait par une bonne méditation intérieure où vous allez ressentir ce qui s'est produit chez vous, parce qu'on dit qu'il y a eu beaucoup de contactés, et beaucoup ont reçu des implants. Le nombre, je ne sais pas, le nombre que... 1 sur 40 que Cooper mentionne. Combien? Une personne sur 40, d'après Cooper. Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Disons que peut-être au Québec, un petit peu moins. Là. Ça, c'est dans des conversations ou... Non, c'est dans le document. Dans le document. J'ai passé par-dessus. Alors, c'est énorme, sur 40, oui, c'est oui, épouvantable. qui a reçu un implant. Un implant, c'est quelque chose qui est comme une aiguille, qui est tout petit et qui est entré dans le corps humain, soit dans un muscle ou soit même qui touche au cerveau et qui leur permettra à ces êtres-là, par une haute technologie, de faire un peu comme on fait avec des animaux en voie de perdition, leur met un collier radioémetteur autour du cou. On peut les suivre à la trace, on peut savoir où ils sont rendus, on peut même savoir peut-être avec ces méthodes-là les émotions qu'un être humain vit en surface ou les informations qu'il reçoit ou qu'est-ce qu'il pense et comment il pense et pourquoi il pense de cette façon-là. Ces êtres-là, donc, savent tout de l'être humain. Nous connaissent sous toutes les coutures, si on peut appeler ça des coutures, mais au bout de tout ça, ça va donner quoi? D'en parler, puis de le dire à tout le monde. Qu'est-ce que ça peut changer? Oui. S'ils sont si puissants que ça, entre vous et moi, est-ce qu'on ne crée pas plus de panique que d'autres choses? Est-ce que c'est pas le diable des temps modernes? Autrefois, c'était le démon avec une queue fourchue. Aujourd'hui, c'est les intraterrestres, les méchants. Oui, mais plus ça change, plus c'est pareil. D'accord. Mais on ne peut pas accuser les ésotéristes ou les ufologues ou ces gens comme Cooper de semer la panique. Ou Richard Glenn de semer la panique. Ce serait comme de dire que le thermomètre, lui, amène l'hiver. Ceux qui dénoncent ces affaires-là ne les créent pas, ils les constatent. De même que le thermomètre constate qu'on est rendu dans l'hiver. Mais je pense qu'il vaut mieux être averti pour ne pas être pris par surprise, de toute façon. Ça a été le rôle des prophètes depuis 2000 ans de nous mettre en garde contre ce phénomène-là qui était perçu comme étant diabolique, et il l'est réellement, aujourd'hui dans sa manifestation. La meilleure garantie pour assurer la liberté, c'est l'information. C'est ça. Quand la population est informée, elle va devenir libre, elle va défendre sa liberté. C'est pour ça que les tyrans ont toujours cherché à restreindre l'information, la presse sous toutes ses formes. Et c'est pas simplement au temps moderne, aussi loin qu'on puisse reculer dans l'histoire de l'humanité, on retrouve toujours ce réflexe. Et le secret. Et le plus bel exemple de ceci, c'est qu'une des conditions du traité, c'était qu'il n'y ait pas d'information, qu'on cache leur présence pour qu'ils puissent agir de façon souterraine. Mais là, sans jeu de mots, c'était vraiment souterrain. Donc, pas d'information. Alors, dans la mesure où l'information circule, les gens s'éveillent, et là, il y a un changement d'attitude possible, une réaction possible. Et de toute façon, c'est la seule voie possible vers la sauvegarde de nos libertés. Parce que, comme il mentionne là-dedans, un jour, si on attend et qu'on se réveille une fois que tout apparaîtra au grand jour, il sera trop tard, nous aurons perdu notre liberté et plus jamais il ne nous sera redonné par la suite. Donc, il est urgent de se réveiller tout de suite. On sait que Milton William Cooper, qui est un ancien militaire de la marine, de la Navy américaine, il l'a publié dans des conférences, il l'a publié dans un écrit qui a été photocopié. Jamais une maison d'édition n'a pris la responsabilité de le faire sortir sur une forme de livre aux États-Unis. Ici, au Québec, je vous dis, la personne responsable de la sortie du livre, c'est Mme Louise Courteau, qui n'a malheureusement pas pu participer à notre émission aujourd'hui, pas parce qu'elle s'est fait tirer, mais c'est parce qu'à cause des tempêtes de neige, elle est restée prise sur la route entre Québec et Montréal. Mais c'est chez Louise Courteau, éditrice, et ce petit document de 48 pages, écrit en tout petits caractères, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, bien, ça nous permet juste de savoir exactement tout ce qu'est ce fameux dossier bombe,
sur l'identité, l'origine et le but du gouvernement secret et le rôle du MJ-12, MJ-12 qu'on appelle, dont le symbole est celui-ci, sur des appareils hélicoptères, camions, automobiles et même vêtements militaires, uniformes, tout petits. Alors que ces appareils militaires sont complètement noirs, peints en noir, complètement. Là, c'est pas du camouflage kaki, puis noir, puis bariolé, là, c'est tout noir. Ici au Québec, on le dit, on l'a publié dans un livre. Encore combien de temps on va être capable d'en parler? J'ai comme l'impression que mon frère a eu la réponse à ça il y a quelque temps, quand sur l'émission, on t'a vu nous dire, si ça peut sortir maintenant, c'est que le gouvernement secret est d'accord que l'information sorte. Mais j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement secret serait maintenant d'accord. Je n'ai pas réfléchi à ça. On ne peut plus le cacher. Mais le document donne une réponse à ça aussi. On ne peut plus le cacher. C'est qu'il y a quelques années, ils se sont rendus compte, le gouvernement américain s'est rendu compte qu'ils ne les contrôlaient plus, Absolument. ces grilles. Et ils étaient contrôlés par eux. Ça, ils ont même essayé de les détruire. Il y a eu 2 accrochages et ils se sont fait littéralement réduire en morceaux. Alors là, ils se sont réunis, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Tous les gouvernements alliés ont été informés, incluant le gouvernement canadien. Quelle réaction possible? Ils ont envisagé des scénarios. Et un de ces scénarios, c'était d'informer la population. Mais aussitôt, ils ont dit non, ça va provoquer une panique, les institutions financières, politiques, religieuses vont s'écrouler, ce sera le chaos. Donc, ils ont éliminé cette possibilité. Mais à la place, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De laisser couler des fuites, de façon à inspirer des scénarios de films, de romans et le reste. Et tous ces films que vous avez vus à la télévision et le reste ont eu comme objectif de préparer les mentalités à une présence étrangère comme celle-ci. Et qui est peut-être pas très... était bien accompli. Et qui est peut-être pas très belle. Tu sais, le E.T., il est pas beau. Non. On habitue les gens à un visage E.T. Dégueulasse. Ensuite, c'était quoi? Tu as eu Rencontre du troisième type aussi, où on voit que l'adulte capote, alors que l'enfant qui est kidnappé au début du film revient, puis lui, bye, à la fin du film, quand tu vois la grosse soucoupe volante s'en aller. On réalise donc qu'ils essaient de nous habituer à ces êtres-là, comme encore pour jouer le jeu, qui sont peut-être gentils. Moi, j'ai vu le film Communion de Whitley Strieber. Quand on lit le livre de Whitley Strieber, Communion, on se rend bien compte que Whitley Strieber a été insulté, choqué de la façon dont les êtres l'ont manipulé, l'ont tripoté, l'ont étendu sur une table, ont fait des expériences génétiques avec lui. Mais dans le film, pour qu'on le sorte sur les écrans des cinémas, on a transformé la fin du film. Contrairement au livre qui nous laisse sur un amer goût que ces êtres-là ambitionnent sur la nature humaine, le film se termine en disant « Oui, mais ces êtres-là sont aussi des créatures de Dieu, sont peut-être gentilles et bienfaisantes pour l'évolution de l'humanité. » Ce qui est entièrement faux. Ce ne sont pas des créatures de Dieu, ce sont des créatures du diable. Ils sont créés, ce sont des êtres qui sont créés, mais pas par Dieu. Les anges déchus, oui, sont des créatures, au même titre que les anges qui sont restés fidèles, déchus, d'accord, et ce sont eux qui ont créé ces êtres hybrides que nous voyons se manifester aujourd'hui. Donc ce ne sont pas des créatures de Dieu, c'est une création artificielle. Ils n'ont pas d'âme. D'ailleurs, dans les documents de Nag Hammadi, qu'on vient de découvrir en Égypte, le Christ en parle comme des êtres sans pitié, sans cœur. Donc, ne nous laissons pas... Ils appellent comment les brigands, je pense? Les brigands sans pitié. Ils parlent de ça dans les documents de Nag Hammadi, qui remontent à il y a 2000 ans. Là. Qui remonte à il y a 2000 ans, qui est l'enseignement ésotérique du Christ après sa résurrection à 17 de ses disciples, dont 12 hommes et 5 femmes. On peut trouver ça aujourd'hui, ça vient d'être déchiffré et mis en librairie sous le titre de Paroles gnostiques du Christ Jésus, aux éditions Ganesha, vous allez pouvoir trouver ça. Alors il y a déjà 4 textes qui ont été traduits sur 13, qui ont été découverts en 1945. Et il y a peu de temps, on a reçu sur l'émission un monsieur arménien qui s'appelle, il nous a lu des passages, Benet Davitian, et il nous a lu des passages de l'évangile essénien. Ça c'est Qumran. C'est d'autres documents. Ça a été découvert 2 ans après. Oui. Mais c'est aussi authentique? C'est la même source essénéenne, sétienne, les sectes gnostiques juives dissidentes de l'époque qui ont été christianisées tout de suite, par la suite, lorsqu'ils ont opté pour
le Père céleste tel qu'il était présenté par le Christ et Saint Paul par la suite, plutôt que de faire allégeance à Yahvé, qui était perçu comme un Dieu des armées, Seigneur des armées, vengeur. Donc ils ont fait défection à ce groupe-là et se sont joints au christianisme. Ouais. Et de toute façon, leur secte a été complètement démantelée par les Romains en l'an 80, lorsqu'il y a eu l'invasion de Jérusalem. À ce moment-là, les Esséniens ont été décimés et on a éliminé le groupe. Ouais. Pourquoi tantôt, Laurent, vous avez dit, les gouvernements ne veulent pas faire connaître ces informations-là parce que ça pourrait remettre en cause la religion. De quelle façon? Au moment où ils ont eu les accrochages, il y a de cela à peu près une quinzaine d'années, lorsque les accrochages se sont produits, ils ont envisagé justement la possibilité d'informer alors la population, mais ils ont tout de suite, encore une fois, renoncé au projet. Ils ont dit, le choc va être trop grand. Les institutions religieuses, pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bien, parce qu'on venait saper leur base, en quelque sorte. C'est tout l'enseignement religieux traditionnellement chrétien, en tout cas s'entend aux États-Unis, traditionnellement enseigné, qui se voyait démenti à ce moment-là. Ben là, je ne sais pas, parce que François nous dit bien, c'est finalement les causes. Au contraire, les fondamentalistes américains ne sont jamais inspirés des textes de Nag Hammadi. Pour eux, ce sont des documents même de la Bible, je pense qu'au contraire, ça ne ferait que renforcer ce que la religion nous a transmis comme enseignement, comme fond, comme héritage. Je ne crois pas qu'il y ait un danger au niveau des religions. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas. Non, parce que finalement, ces êtres-là, ce sont les démons. Ces êtres-là, c'est des êtres diaboliques. Il y a une panique, d'accord, qu'il y ait des gens qui entrent dans les hôpitaux psychiatriques. Le choc est difficilement intégrable d'affronter cette réalité-là, je suis d'accord. Mais ça peut être la source d'un renouveau chrétien authentique, parce que ce qui a coûté peut-être en quelque sorte la faillite en Occident de notre patrimoine judéo-chrétien, c'est le fait qu'il n'y avait plus d'ennemis communs. Le diable a réussi jusqu'à faire croire qu'il n'existait pas. Autrement dit, les extraterrestres. Okay? À partir du moment où ils se démasquent à nouveau, où ils sont démasqués, on a à nouveau un ennemi commun. Encore l'idée de l'ennemi commun. C'est qui réunit les hommes, c'est quand il y a un ennemi commun. C'est ça. Mais là-dessus, j'ai une réserve. Reportons-nous 20 ans en arrière aux États-Unis. Quelle sorte de religion existait? Une religion assez naïve en substance. 20 ans en arrière, c'est les années 60. 20 ans en arrière, les années 60 et même un petit peu avant. Quand on a mis l'homme sur la Lune. Alors, l'extraterrestre ne cadrait vraiment pas, parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas y avoir de vie sur d'autres planètes si l'on voulait concilier ça avec la pensée religieuse officielle. C'est sur la Terre que Dieu avait créé de la vie, et c'est un petit peu comme au temps où on croyait que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour de la Terre. Pourtant, le Christ a bien dit, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Ils ne l'ont jamais interprété dans son sens véritable. Est-ce qu'on pourrait dire, Laurent, que justement, si on peut publier ces informations-là maintenant, c'est qu'on est prêt même spirituellement à comprendre que ces êtres-là, c'est ceux-là qu'on appelait les démons dans la religion. On est plus proche là, de rentrer en sympathie avec l'information spirituelle. Les esprits sont prêts à recevoir cette information. Oui, et même de l'intégrer dans leur religion. Absolument. Ce qui m'horripile la plupart du temps, moi, il m'agace le plus, c'est d'entendre toujours ces personnes qui disent « Non, il ne faut pas divulguer telle information parce que ça va créer de la panique. Les gens ne sont pas mûrs pour ça. Les gens qui parlent ainsi, généralement, sont des gens qui ont des intérêts à préserver, que ce soit des intérêts religieux ou des intérêts politiques ou autres sortes d'intérêts. Ils sont toujours des intérêts égoïstes. Parce que c'est pas vrai qu'une population n'est pas mûre pour recevoir une information. On lui donne d'une façon convenable, honnête, objective, graduellement s'il le faut, mais on donne l'information. Il n'y a rien qui justifie les gouvernements secrets ou les secrets, le camouflage de telle ou l'information, parce que ça se retourne toujours contre la liberté et ça dessert toujours les populations que, soi-disant, on veut protéger. Mon frère voulait dire? Oui, c'est que le tort que ça aurait pu faire aux religions ou aux gens qui y croient, c'est qu'en général, les religions nous ont appris à croire que la réalité extraterrestre, ou divine, ou angélique, ou quoi que ce soit, est bonne. Et le fait de découvrir que ces êtres qui viennent d'ailleurs seraient mauvais, c'est ça qui serait bouleversant pour bien des gens. Oui, mais là, ça fait l'affaire des religions, c'est que les mauvais sont à l'intérieur de la Terre. Ils ne sont pas extra, ils sont intraterrestres. Ça confirme les textes qui disaient chasser dans les entrailles de la Terre. Et pourquoi pas? Oui, mais il n'y a rien ça continue à compléter le pattern. Il y a actuellement une relation entre les intraterrestres et des extraterrestres qui viennent même d'assez loin. On parle beaucoup dans les documents d'extraterrestres aussi. Oui. C'est ça, et d'intraterrestres. Et dans la Bible, on parle aussi des Néphilim.
Et François Payotte nous a lu des textes du livre d'Enoch. On peut dire deux mots sur ce fameux livre d'Enoch? Deux mots, c'est aussi un livre qu'on peut trouver en librairie, publié aux éditions Lafon. Le livre d'Enoch, c'est la narration de la genèse des temps primordiaux, la genèse biblique, conventionnelle, qui est, par exemple, l'arrivée des anges, des fils des dieux sur la terre qui choisirent les femmes et eurent des épouses et enfantèrent avec eux. Ça, c'est une narration qui, dans la Bible, prend 4 lignes. Mais... Ça, c'est juste avant le déluge. Oui. Et après ça, Dieu se repent d'avoir fait sa création et détruit tout. Bon. Mais il manque quelque chose, là. C'est le bon Dieu, ce qui détruit tout. Toujours bon. C'est Yahvé qui se repent. Ouais, tout ce qui est tout de Mais Yahvé est-il le même Dieu dont parle le Christ, le Père Céleste? J'ai des doutes là-dessus. Toujours est-il que 4 lignes pour nous mettre au courant d'un événement qui a des conséquences considérables pour nous autres humains, alors que dans le livre d'Enoch, d'où, à mon avis, la Genèse biblique a été inspirée, cet événement est traité sur 80 chapitres. Et on s'aperçoit à ce moment-là que ce qu'on a pris, ou ce que les anciens ont pris pour des fils de Dieu, était en réalité un commando de 200 extraplanétaires qui ont atterri sur Terre et qui ont apporté leur technologie, mais aussi leurs défauts psychologiques et leur amour de la guerre et des combats. Ils ont appris aux hommes sur place à faire des cuirasses, des lances, des boucliers. Et ils ont aussi donné des rudiments de sorcellerie. À ce moment-là, on comprend pourquoi ça a été occulté. On ne devrait pas l'avoir occulté parce qu'on saurait aujourd'hui que tout ce qui tombe du ciel n'est pas béni. Et la confusion a régné pendant des milliers d'années à propos de la différence entre les anges, qui sont une réalité, qui existent, et ceux qui venaient du ciel, les fils de Dieu, qui n'étaient pas des fils de Dieu, pas plus que nous ne le sommes. Non. Nous sommes aussi enfants de Dieu, mais ils étaient en fait des trousseurs de jupons. C'est ça. Alors la confusion est très grande parce que c'est resté de même dans les textes. Ce sont des anges, comme le disent les pères de l'Église. Mais pour moi, ce sont des anges cornus. Oui, c'est des anges en chair et en os. Oui, absolument. C'est ça, c'est ce qu'on voit dans le livre d'Enoch, la description de ce commando de 200 personnes avec le nom des 10 chefs et ce qu'ils ont fait et apporté et tout. Et d'où Enoch les dénonce. D'où il vient ce livre d'Enoch? Le livre d'Enoch serait le plus ancien livre sur la planète. L'auteur? Enoch. On l'attribue à Enoch. Maintenant, qui est Enoch? Est-ce que c'est un témoin de cette première rencontre du 3e type, très très ancienne, ou alors parce qu'il a disparu à la fin, Enoch? Peut-être ne devait-il pas être témoin, ou peut-être ce commando-là craignait des représailles de la part de l'état-major, car le chef le dit à un moment donné, « Je crains que vous me fassiez supporter seul le crime dont vous vous rendez coupable en prenant les filles des hommes. » Et Enoch a été enlevé. Mais ce livre d'Enoch-là a inspiré toutes les genèses de tous les fonds religieux, que ce soit judéo-chrétien, hindou, chinois, etc. Donc c'est un très très vieux manuscrit. On tourne autour d'un dossier super chaud. Et évidemment, la question qu'on doit se poser, comment ça se fait que sur une émission du câble, on diffuse ces informations-là sans qu'on risque de mettre notre tête sur le bûcher? Elle y est peut-être déjà sur le bûcher, mais il y a une chose. C'est que s'il fallait que notre tête tombe dans les jours ou dans les semaines qui suivent la diffusion de cette émission, ça confirmerait ce qu'on dit. Alors, le sachant, ces gens-là n'oseront pas nous attaquer. Et si elle ne tombe pas, ça le confirme aussi. Ça veut dire que le temps est venu où ces révélations doivent être faites et que les gouvernements sont d'accord, en passant à travers des médias de communication tels que le vôtre, qui n'ont pas beaucoup de crédibilité, pour passer quand même un minimum d'informations qui préparerait les gens progressivement à en connaître plus. C'est cette seconde hypothèse que je crois personnellement. Effectivement, ça les arrange actuellement que cette information commence à sortir. Les autorités humaines, oui. Que ce soit aux États-Unis, surtout aux États-Unis précisément. Ouais. Ça fait leur affaire que ça commence à être diffusé. Parce que dans ces documents, il y a également une autre information extrêmement importante qui est donnée, c'est que tant cette race étrangère que des scientifiques américains, il y a de cela une douzaine d'années au moins, se sont réunis et ils en sont arrivés à la conclusion, les uns et les autres, que compte tenu de l'effet de serre sur Terre,
de la pollution et du rythme croissant de ces éléments, au tournant du siècle, vers les années 2000, la vie va devenir à peu près impossible sur Terre et que l'immense majorité, la grande majorité de la population va mourir. D'où la décision d'aller établir des colonies humaines, des arches de Noé, extraterrestres cette fois, partant de la Terre, sur la Lune et sur Mars. Et le document nous dit qu'ils l'ont fait et qu'il y a déjà des terriens qui vivent là, dans des espèces de dômes, notamment. Et sur la Lune, c'est déjà très avancé. Donc, c'est puissant, c'est traumatisant comme information lorsqu'on apprend d'après ces documents. Et encore une fois, lui a eu accès à des documents signés portant des numéros de décision, des numéros de dossier, affirmant précisément une chose aussi grosse que sur Terre, la vie va devenir impossible au tournant du siècle. Or, aujourd'hui, des écologistes, des scientifiques qui, eux, parlent, nous confirment la même chose qu'on a 10 ans à peu près pour prendre le tournant, sinon c'est fichu. Laurent, je veux faire une mise en garde, par contre, sur le contenu du document signé Milton William Cooper, parce qu'il y a des inexactitudes et même, j'irais jusqu'à dire, des non-sens à certains moments. Dans l'ensemble, 90% du document est véridique, est intéressant, rapporte de l'information vérifiable et réelle, mais il y a un 10% de flottement où Milton William Cooper, qui était un gars comme tout le monde, tu sais, je veux dire, il travaillait sur un bateau, il était en charge des communications codées, puis il connaissait les méthodes de décodage, puis il pouvait apporter ça à l'amiral sur le bateau et tout le reste. Mais c'est sûr qu'il a su donc des informations avant bien tout le monde. Est-ce qu'on pourrait relater de quelle façon il a été, pour la première fois, là, vraiment mis en face de la réalité extraterrestre? Bien, quand il travaillait sur un bateau dans le Pacifique, c'est ça? Bon. Et il a vu une soucoupe volante un jour surgir du Pacifique. De l'eau. De l'eau. Immense. S'élever, redescendre, s'immerger, ressortir, etc., comme ça, à peu près 5-6 fois, je ne sais pas. Alors, il est allé voir le commandant, puis il lui a dit « Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? » Lui, j'ai l'impression qu'il était assez naïf au début. Il croyait que c'était un appareil de l'armée américaine ou de la Navy, tout simplement, ou de l'aviation américaine. Et c'est très naïvement qu'il leur a demandé « Mais c'est un plan secret, un projet secret, qu'est-ce que c'est? » C'est fantastique ce que vous avez mis au point là. Hein? Ça fait pas de J'ai jamais vu un sous-marin se mettre à voler, tu sais, c'est un peu ça. Puis là, ben, ils ont fait venir un agent de la CIA qui lui a fait comprendre qu'il valait mieux se taire. Ça, c'est en quelle année, ça, à peu près? Ça a l'air d'être autour de 65, 67, milieu des années 60. Parce que là, à l'époque où il a mis la main sur les dossiers secrets officiels du gouvernement, c'est en 72. Ouais. C'est à partir de là que lui a fait son enquête. On a eu l'occasion de parler avec Cooper et on a eu l'occasion de se rendre compte que ce bonhomme-là est tellement convaincu que ce qu'il sait, c'est vrai, qu'il rejette toute forme d'information qui est le moindrement un peu différente de ce qu'il sait. Et je doute fort que tout ce qu'il sait est parfaitement authentique. Il est allé par conclusion, si on veut, comme un enquêteur va faire qu'à un moment donné, l'accumulation des preuves fait que, par conséquent, il devrait y avoir telle conclusion. Mais son explication de la Lune, qu'il y a des zones ensoleillées et toujours ensoleillées, c'est pas clair, c'est pas astronomiquement réel. Ensuite, la base Edwards, on ne sait plus si elle se situe en Floride ou si elle se situe en Californie. Puis il nous parle du Dreamland. On ne sait pas où c'est rendu, le Dreamland. La base intraterrestre centrale où le gouvernement américain, Eisenhower en l'occurrence, a pris contact avec ces êtres-là. Alors, pourtant, un militaire américain doit savoir que la base d'Edwards est en Californie. Ben oui. Mais Dreamland, on ne sait plus. C'est-tu en Floride? Dreamland, c'est pas si dans le désert du Nevada? Il cherche à le savoir, c'est ça. Il cherche à le savoir. Fait que c'est un dossier qui est une amorce. Oui, c'est ça. Ce que tu dis est juste. Parce que beaucoup des renseignements qu'il a eus lui ont été communiqués par des personnes qui, elles aussi, ont eu accès, ont su des choses, les lui ont transmises, en déformant probablement une partie. Ce qu'il faut retenir, c'est la trame générale. Il est certain qu'il y a des détails là-dedans qui ont été déformés, qui sont erronés. C'est ça. Il mentionne même un endroit que ces informateurs se sont dédiés par la suite. Il avait donné une information, puis ensuite, il y a eu... On n'est plus certain. Ah oui? Alors, c'est comme tu dis, il y a un élément de base qui est vrai, mais à un moment donné, c'est tellement complexe, le problème, qu'il n'a pas toutes les données pour le comprendre. Tout le monde dans ça est tellement tenu au secret. C'est ça. On pourrait relater l'événement du type là, qui est le vétéran à la fin qui dit je savais qu'il y avait quelque chose dans ce hangar. Ben oui. Puis un bon jour, le gars de la sécurité me dit tu veux voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte? Il se méfie.
Il se méfie, Parce oui. que c'est un guet-apens. Pour commencer, imagine, tu vois, tout le monde se méfie de tout le monde. Alors, il répond au type, non, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que je garde. Je suis payé pour garder, je fais partie de la sécurité, je garde. Oui, mais ça ne t'intéresse pas de savoir ce que tu gardes. Non, le moins que j'en sais, le mieux je suis. Hein? C'est ça. Et finalement, le type lui ouvre la porte quelques instants, une quinzaine de minutes, puis il voit là une soucoupe volante qui est garée dans ce hangar. C'est tout. La porte se referme. C'est tout. Aucune explication. Puis il n'en veut pas non plus, hein, parce que c'est sa sécurité qui est en jeu. Absolument. D'ailleurs, je sais très bien que des gens dans ce réseau-là d'information en parlent le moins possible pour la sécurité de ceux qu'ils aiment. Sinon, ce sont des problèmes pour eux qui commencent tout de suite. Pour eux, pour leurs C'est le femmes, pour leurs harcèlement, enfants, c'est ça. puis le harcèlement de la famille aussi. C'est ça. C'est tout le monde est tenu dans le maudit secret. C'est ça. Le secret D'ailleurs, maudit. On devrait intituler le prochain document le maudit secret. Oui. Parce que le prochain document, c'est la suite de ça, qui va être diffusé à la fin du mois de mars, qui est signé d'un pseudonyme Krill. K-R-L-L-L. Conducteur inconnu, oui. Ouais. Alors, c'est ça, hein, mesdames et messieurs, la démarche d'ésotérisme expérimental depuis tant d'années, depuis 1976. Glenn vous dit ça existe, des extraterrestres. On commence à avoir des éléments tangibles de preuve. Peut-être pas la bottine de l'extraterrestre, ça viendra, hein? On va finir par les déculotter. On va voir le vrai visage de ces êtres-là. En attendant, moi, je vous recommande d'aller voir le film Communion, qui apporte quand même un aspect psychologique du contact qu'un humain aurait reçu, comme j'en ai reçu un. L'implant qu'ils nous mettent. Puis l'implant qui nous enlève au moment où on se trouve à avoir un petit, ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Même chose que le vétéran dans le livre de Cooper. Hein? Il était célibataire. Il lui demande, pour faire partie des équipes Delta, est-ce qu'il faut absolument être célibataire ou orphelin même? C'est même plus que célibataire. De façon à avoir aucune personne qui va venir déranger les plans. Puis il dit, ben oui, c'est un critère. Orphelin d'une certaine manière. C'est qu'ils sont certains que tous ces gens-là sont jamais... Il n'y a personne qui va se demander qu'est-ce qui est arrivé à mon bien-aimé, là. C'est ça. Ils peuvent les faire disparaître facilement si ça s'impose, parce que les documents nous apprennent notamment ce qui arrive à ceux qui rompent le secret ou qui deviennent des éléments peu fiables. Eh bien, il y a des manipulations sur le cerveau pour leur enlever tout souvenir possible. Lobotomie. Oui, puis éventuellement, ça va aussi les parquer dans des camps de concentration. Le rapport nous dit qu'il y en a 60 actuellement sur le territoire américain, 60 camps de concentration de 1000 carrés. Et également, on nous raconte que dans d'autres cas... Je vais faire une précision là-dessus, parce qu'il y a des gens qui vont dire hey, on peut se promener en avion, Cessna, puis on voit tout le territoire américain. Ouais, il y a des zones interdites, premièrement. Et deuxièmement, vous souvenez-vous que durant la dernière guerre, il y avait un Adolf Hitler qui avait des camps de concentration pour les Juifs. C'était pas ça, c'était des camps de travail. Hein? Le travail, par le travail, tu gagnes ta liberté. C'est ce qui était écrit en haut des portes. Qui le savait? Et s'il y en a qui le savaient, ben alors ils laissaient faire ça. Alors, quand on vous dit, actuellement, il y a des camps de concentration, moi, je les appelle plutôt des isoloirs, parce que ce pas des camps où on martyrise les gens. On les garde là, ils sont bienveillants, ils vivent sous le soleil, ils se font griller la coin au soleil s'ils veulent, ils regardent la télévision américaine avec les chaînes de tout le monde. C'est pour les couper de l'extérieur. Isoloirs, isolés de l'extérieur, c'est ça. Et s'ils sont entourés, ben ils sont entourés de leur femme, le petit. Sinon, on leur dira que le mari est mort d'un accident, une crise cardiaque, ils ne l'auront jamais vu après la mort. Le bonhomme est là, dans un isoloir. Mais les isoloirs vont s'ouvrir parce qu'il y a des gens qui essaient d'en échapper. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont échappé à des bases intraterrestres. Hein. Un jour... Lorsqu'il y a eu l'attaque, le second accrochage de la base de Dulce au Nouveau-Mexique, il y a justement un agent de la CIA qui a réussi à s'échapper avec des documents qui appartenaient à cette race précisément. Il a également pris des photos. Et de ces documents, il les avait mis en lieu sûr. Et il a pris contact avec un certain nombre de personnes en leur disant, si je ne me manifeste pas, je rate 6 rendez-vous d'affilée pendant 3 ans, vous faites ce que vous voulez avec les documents. Ça voudra dire qu'ils auront réussi à m'avoir, mais faites ce que vous voulez avec les documents. Et ces documents, par la suite, ont circulé. Ça veut donc dire que le type lui-même a été éliminé par la suite, mais les documents se sont mis à circuler. Mais maintenant, quelle est l'importance de la diffusion de ces documents aux États-Unis? Est-ce que ça circule? Et quelles sont les réactions? Ils circulent de façon underground, c'est-à-dire des... souterraines, comme intraterrestres. C'est-à-dire non pas dans des canaux officiels, quoiqu'il y ait des PBS, des stations de PBS aux États-Unis qui ont fait télévision éducative, mais pas longtemps, parce que rapidement, la semaine d'après, je crois que dans un cas, ça a duré 2 émissions, ensuite c'était fini. Il y a quand même des choses qui ont passé, mais c'est par des conférences que Cooper donne ou d'autres donnent également, puis il y a des vidéos qui circulent, ces rapports circulent illégalement. C'est pas officiel, encore une fois.
Mais tout ça, ça fait beaucoup de petits, ce qui fait que cette information se diffuse présentement. Est-ce qu'il y a des démentis officiels apportés à cette information-là? Aucun démenti officiel. C'est important de le soulever. Parce que ça apporte comme une espèce de saut de vérité là-dessus. On n'ose pas dire que ça n'existe pas. Évidemment, on peut toujours dire, comme souvent l'Église catholique faisait lorsqu'il y a des gens qui disaient « Je connais le troisième secret de Fatima, il va y avoir une troisième guerre mondiale. » On en connaît, hein? Et l'Église ne se prononce pas, parce que dit ça ne vaut même pas la peine qu'on cautionne ou qu'on refute l'événement. On fait comme si on l'ignore, parce que ça n'a aucun poids à notre point de vue. C'est leur façon d'agir. Mais il y a justement à ce propos-là un passage intéressant sur le troisième secret de Fatima dans le gouvernement secret, où la CIA aurait eu accès à l'information, au troisième secret, en infiltrant le Vatican tout de suite après-guerre. Et là-dedans, il y a des dates qui sont données, très précises, d'une troisième guerre mondiale qui débuterait en 1995 et dont l'apogée serait en 1999, ce qui confirme encore une fois les prophéties, et particulièrement celle de Nostradamus. Maintenant, mesdames et messieurs, retenez votre souffle. Écoutez bien ce que je vais lire dans ce document à la page 30. Je vais lire la première partie, je vais laisser mon frère lire la deuxième partie. Écoutez-le très bien. Ce plan d'urgence encourage la fabrication et l'importation d'armes automatiques pour que cette classe soit portée à s'en servir, et tout cela dans le but de provoquer un sentiment d'insécurité tel que les Américains appuient volontiers des projets de loi qui s'opposent au port d'armes à feu. Et bien entendu, cette mise en scène est ponctuée de rebondissements qui viennent en accélérer le déroulement. Suite de ce texte, je le passe à mon frère. Voyez où on s'en va, là. Avec ce qui s'est passé à Polytechnique, vous allez très bien comprendre. Des spécialistes de la CIA ont recours à un procédé qu'ils appellent Orion, selon lequel ils administrent des stupéfiants à un sujet affecté de troubles mentaux, puis lui suggèrent, sous hypnose, l'obsession de tirer des coups de feu, par exemple dans une cour d'école bondée d'étudiants. Ce plan contribue à faire avancer la cause des adversaires du port d'armes, laquelle au demeurant enregistre actuellement certains progrès. Or, il faut absolument faire échec à ce plan, et vous allez comprendre pourquoi. Et ça suit. Oui, merci, monsieur. Tout le monde comprend maintenant pourquoi un certain Marc Lépine. Marc Lépine, c'est un nom inconnu? Pas du tout. Ça faisait déjà plus d'1 mois et demi qu'on l'entendait sur tous les postes de radio et télévision pour la compagnie Canon, qui avait fait un commercial qui annonçait qu'il y aurait une rafale d'aubaine, et qui permettrait à Marc Lépine, c'était son nom qu'il donnait dans ce commercial, qui a été retiré, heureusement, parce qu'après l'événement qu'on a connu à Polytechnique, on a retiré, le CRTC suffisamment informé, s'est rendu compte que ça n'avait plus de bon sens d'avoir un commercial qui disait « Profitez de la rafale de Canon », tu sais. C'est étrange qu'il ait acheté son arme pendant que ce commercial était diffusé pendant la période. Parce qu'on dit aussi dans ce document qu'on agit à distance par des techniques de extreme low frequency, des longueurs d'onde extrêmement basses sur le cerveau de certains humains qui, sans raison apparente, tombent dans une espèce de contrôle à distance. On fait passer des messages, les gens ressentent et Marc Lépine, Marc Lépine. Fait que le concepteur du commercial, qui est un artiste, qui est un intuitif, il a reçu l'information. Ouais. Là, je vous ramène à l'assassinat de Robert Kennedy, le frère de John Kennedy. C'était exactement un sujet faible qui était manipulé et qu'on a amené à assassiner, Parler d'Oswald, tirer sur... Non, pas Oswald, ça c'est John. Robert. Et pourquoi on a éliminé Robert Kennedy, qui était le frère de John? Parce qu'on avait déjà éliminé John, qui risquait de mettre en danger les 12 barons là, qui sont dans l'MG-12 et qui contrôlent toute cette opération secrète aux États-Unis qui manipule les gouvernements. Ouais. John Kennedy, il nous raconte le rapport, avait appris une partie de la vérité et avait décidé de mettre un fin aux activités de la CIA et également d'informer la population en 1963 de la présence de cette race. Et le MJ-12 avait décidé son élimination, qui a eu lieu. Arrive tout de suite après Robert Kennedy, qui a toutes les chances de devenir président, de lui succéder, qui est au courant des mêmes choses. On ne l'a pas laissé aller loin, il a été éliminé tout de suite. Mais ça s'est fait encore une fois en téléguidant un individu faible comme celui-ci, qui a été l'exécuteur des œuvres. Et on l'a éliminé tout de suite. C'est exactement ça, il était sous hypnose, il ne savait pas ce qu'il faisait. Bon, mais est-ce que ces informations-là au Québec passent à travers les médias d'information tels que les journalistes ou la radio en dehors de cette émission? Nous avons fait parvenir ce dossier à monsieur de CKC, là, Pierre Pasco, à monsieur Gilles Proulx et à notre roi national, là, le roi Arthur de Québec, qui s'appelle
Comment il s'appelle? André Arthur. André Arthur de Québec. À date, au moment où nous enregistrons cette émission, on n'en a pas eu d'écho. Je ne sais pas s'ils considèrent ces choses-là comme véridiques, valables, sérieuses, ou alors s'ils ont peur à leur peau, puis ils aiment autant pour parler de ces affaires-là, ou ils se pensent pris dans un dossier tellement explosif ou tellement gros qu'ils se disent « ça se peut pas, on ne sait pas quoi faire avec ». Ils n'ont qu'à inviter Richard Glenn ou Laurent Bégin. On est prêt à aller en parler pour continuer à dire ce qui se passe. Mais qu'est-ce que je me demande, moi, à la fin de cette émission qui achève, qu'est-ce que ça change de savoir tout ça? S'ils sont si puissants, s'ils sont si forts que ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au Québec, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, là, le peuple du Québec? Il y a peut-être 2-3 bases intraterrestres organisées par l'armée américaine qui est aussi chez eux au Québec que s'ils étaient aux États-Unis, puis qui ont déjà des collaborations établies avec ces êtres-là, et puis on est vendu à tout le système intraterrestre. Je demeure convaincu que les populations ont tout à gagner à s'éveiller, à devenir conscientes de la réalité. L'ignorance d'une situation est vraiment le plus grand des dangers que l'on puisse Toute courir. vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça fait l'affaire de ceux qui veulent dominer et maintenir leur pouvoir. Toute vérité n'est pas bonne à dire pour eux, mais pour la population, il est important que toute vérité soit dite. Le gouvernement qui veut fonctionner en cachant une partie de la vérité a précisément quelque chose à cacher qui n'est pas dans l'intérêt de la population. Mais si tu avais un cancer terminal, Laurent Bégin, vous aimeriez mieux que le médecin vous dise « Pauvre M. Bégin, mais il vous reste peut-être 6 mois à vivre ». Vous aimez mieux le savoir? Oui, j'aimerais mieux le savoir, mais là, on touche un autre domaine. Ben, je n'ai pas de cancer, puis je ne pense pas que j'en aurai non plus. Non, mais la société humaine a un cancer. Attitudes. La société humaine a un cancer qui la ronge de par en dedans, c'est les intraterrestres. Oui, j'aimerais mieux qu'on me le dise, moi ou comme société, parce que je pourrais ainsi préparer ma mort, et c'est important de bien préparer sa mort. C'est le message d'espoir qu'on a, là. C'est que la société humaine est rongée comme un cancer par les intraterrestres, et puis on va préparer notre disparition, c'est tout ce qu'on peut faire. Non, au contraire, ça survit. Bon, maintenant, on va, avant de se quitter, on va finir sur une note très optimiste. Parce que dans les années 50, là, je n'irai pas chercher le texte, il y a eu ces intraterrestres qui ont fait un pacte avec le gouvernement américain sous Eisenhower, on l'a assez dit. Mais à la même époque, avant que le pacte soit signé, il y a des extraterrestres, des Elohim, des êtres pacifiques, qui sont venus avertir les gouvernements de la planète en disant « Attention, là, vous vous embarquez dans tout un bateau si vous faites affaire avec ces êtres-là. Vous allez le regretter. » C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et ils ont promis une chose. Dans 40 ans, nous reviendrons. Et ça fait 40 ans. Et ils reviennent, et ils ont passé un ultimatum à nos chefs d'État en leur disant « Vous allez nous prouver que l'entente que vous avez prise avec ces êtres-là ne vous a pas nui et que vous êtes toujours les chefs de la planète. Vous allez nous le prouver. » Et c'est pour ça que tout se bouscule sur la politique mondiale actuellement. On libère les gens, on libère les murs, on laisse tomber les rideaux de fer parce qu'on veut essayer de racheter la situation extérieurement. Ces êtres-là voient tout de toute façon. Et ils ont, dans les textes sacrés, François Payette pourra le confirmer, promis une chose, c'est qu'ils viendront enlever certains individus à un moment donné avant que tout tourne au vinaigre. Hein? Oui, il faut faire attention de ne pas se faire enlever par les autres entre-temps. C'est là qu'est le danger. Oui. Évidemment, tout n'a pas été dit. Et cette émission, je vous rappelle, elle a été enregistrée en décembre 1989. On a comme l'impression qu'on disait déjà des choses que vous retrouvez maintenant dans des films sur les grands écrans des cinémas, n'est-ce pas? Et l'intention ici est bien claire, c'est de continuer à être en avance sur l'information qu'on reçoit quelques années plus tard, même édulcorée, présentée de manière très simple à travers des films de science-fiction. Mais il y a quand même un fond de vérité. Et pourquoi? Parce que le cinéma, le film, comme le livre bien souvent, le roman, je dirais, la science-fiction, c'est dans le domaine de l'astral, c'est dans le domaine de l'imaginaire. Mais on imagine bien que ce qu'on conçoit bien. Et ce qu'on conçoit bien, c'est parce qu'on a déjà des éléments pour pouvoir le présenter. Et on le présente d'une manière fantaisiste dans un premier temps, avant que ça devienne la réalité. La réalité de demain, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui en science-fiction. Je tiens donc à rappeler que cette émission qu'on vient de voir était une table ronde en 1989, qu'à l'époque, le premier petit livre était déjà disponible, Le gouvernement secret. On a 6 mois plus tard publié Opération Cheval de Troie. Alors c'est la Terre aux mains des petits gris.
publié chez Louise Courteau Éditrice. C'est le document numéro 1 et numéro 2 de Richard Glenn, parce que j'ai endossé les contenus de ces documents. Et il y en aurait d'autres qui devraient apparaître dans les prochaines années. Comme vous voyez, on n'est pas pressé. 1989, on est maintenant en 1996, et on n'a pas fini d'en parler du phénomène extra ou intraterrestre. Alors pourquoi on a fait cette émission aujourd'hui en rappel avec cette émission d'il y a presque 7 ans? Parce qu'effectivement, il y a une pluie actuellement de films sur le phénomène extraterrestre. Pas seulement dans les cinémas. Évidemment, si je vous rappelle rapidement qu'il y a eu, dans un premier temps, le film L'Avènement, et on nous disait dans un journal, suivi du journal de Québec, Le Soleil. Alors, la critique en disait ceci pour le film L'Avènement, qui est un film que j'ai trouvé très bien en rapport avec ceux qui font la recherche de pointe sur le phénomène extraterrestre et qui découvrent des choses et qui osent les diffuser et qui ont des sérieux problèmes un jour, comme ce que j'ai moi-même personnellement vécu. Et on a même retiré mon émission de certains réseaux de câbles. Des choses qui dérangent, hein? Un film de science-fiction de série B, aussi convaincant qu'un cours d'ésotérisme expérimental de Richard Glenn. C'est ce qu'on trouvait dans le journal Le Soleil de Québec, dans la critique du film L'Avènement. C'est déjà bien qu'on ait fait le rapprochement entre les émissions de Richard Glenn d'ésotérisme expérimental et le contenu de ces films sur le phénomène extraterrestre, parce qu'effectivement, on est très proche de ce qu'on retrouve maintenant dans les cinémas. Il y a eu après Independence Day, que je pense tout le monde est allé voir, le film du jour de l'indépendance. Et ensuite, un film que je vous recommande au plus haut point, c'est Le Phénomène. Ça, on va à l'intérieur du cas d'un contacté. Et maintenant, voici un film qui est passé inaperçu et qui n'est pas sur les écrans des cinémas, mais qui est disponible dans votre vidéoclub de votre région, j'en suis certain. Ça s'appelle Les Gardiens du Silence. Eh bien, ça, c'est le film qui va vous présenter le monde de l'intrusion des intras, des extraterrestres, des méchants et des bons. De quelle façon on les présente dans ce film que je vous recommande. Peut-être même qu'il apporte certaines informations qu'on ne retrouve pas dans le film à sensation Independence Day. Celui-ci, qui s'intitule Les Gardiens du Silence, allez le chercher dans votre vidéoclub. S'il y a des jours de pluie, profitez-en. Voilà pour cette semaine et on reparle évidemment du phénomène extraterrestre encore une fois la semaine prochaine. À bientôt. Pour les abonnés du club créé pour le mois de juillet, je vous propose A.D. Grad, kabbaliste juif. Il nous parle des êtres de d'autres civilisations avec des expériences personnelles qu'il a vécues. Écoutons quelques extraits. Il y a eu le problème où tout le monde a demandé est-ce qu'il est permis d'enregistrer. C'était une séance un peu spéciale. Ça se passait d'ailleurs dans la salle Volgograd. C'est très curieux. Bon, enfin, c'est pas moi qui ai choisi la salle. Hein. Ce sont les gens du Palais du Congrès. Eh bien, les gens demandaient l'autorisation d'enregistrer ce soir au cas où des phénomènes. J'ai dit, bon, moi je ne suis pas contre, mais je ne vous dis pas qu'ailleurs on ne soit pas contre. Et on s'est aperçu après qu'aucun magnétophone qui avait tourné n'avait enregistré quoi que ce soit. Bon, les photos, personne n'a pu prendre une photo ce soir-là. Les gens appuyaient sur les choses et tout, sûrs d'avoir des photos. Il n'y avait rien. Vous ne suscitez pas impunément certaines choses. C'est-à-dire que le contact, oui, mais est-ce utile? Est-ce bénéfique? Pensez bien que c'est tout de même pas gratuit, qu'on est en train de chercher par là ce qui se passe, ça coûte des milliards et des milliards. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent de faim, vous le savez. Oui, mais attendez, à des grades, vous attendez pas quand même que l'être humain, comme une puce, saute sur une planète qui est vraiment pas, qui est hostile, qui est pas faite comme la Terre. Et pourquoi ça ne serait pas plus simple l'intervention de ces êtres célestes qui ont des amis ici? Ils ne peuvent rien faire. Vous attachez encore trop d'importance à la toute-puissance des êtres venus d'ailleurs. Eux aussi sont pris dans le tourbillon, mais dans un autre tourbillon. Emprise, il y a une force du mal sur l'Est. On disait la lumière vient de l'Est, n'est-ce pas, hein, dans toutes les traditions. Enfin, si, moi qui vis aux Antilles, je peux vous dire que la lumière, maintenant, vient de l'Ouest. Le soleil se lève à l'Ouest. Je vous dis le contre-vérité, mais j'ai des preuves, si vous voulez. C'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis fixé là et non plus en Europe, qui est un promontoire de l'Asie, voyez-vous, tout en étant européen de naissance, bien sûr, étant de Paris. En espérant que cette formule de retour dans les archives d'ésotérisme expérimental vous plaise,
car au cours de cet été, nous ferons un voyage dans le passé, mais avec le regard d'aujourd'hui, donc des mises à jour des anciennes émissions depuis 1976 jusqu'à 2010-2015 environ. Vous venez de voir le Vidéorandia du samedi 26 juin 2021, le numéro 26. Et c'est directement de Mont-Saint-Hilaire, comme à l'habitude, conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotérisme du Nouveau Monde, la table ronde, extraite des archives de 1989. Et pour le club créé des abonnés du mois de juillet, c'est un extrait aussi de 1989 avec Adégrade Kabbaliste. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible dans le premier message commentaire épinglé. Je remercie tout particulièrement Donald, grâce à qui on a maintenant une machine qui nous permet d'aller chercher dans les archives pour numériser. À la régie, Spirale, prenez bonne note ici des adresses ici mentionnées, entre autres pour le club créé, orandia.ca, le site régulier d'ésotérisme expérimental, ésotérisme-exp.com et le forum orandia.com. Merci particulièrement à ceux qui sont abonnés au club créé et un pouce par en haut, toujours apprécié de la part de toute l'équipe. Au plaisir et bon été!